Si vous le voulez bien, je vais démarrer la présentation, donc merci d'être là. Le conseil scientifique, je suis Myriam Merad et le conseil scientifique de l'AFP-CNT va lancer et a démarré avec aujourd'hui la première séance de conférence. Conférence, au moment, du midi pour que vous puissiez, les uns les autres participer assez aisément et qui conférences qui vont se saisir d'un certain nombre de sujets récurrents ou de sujets d'actualité. J'ai le plaisir d'ouvrir le bal, mais les membres du conseil scientifique et leurs invités vont régulièrement avoir à intervenir et je vais ouvrir le bal avec, un sujet qui va traiter, du rapport entre, le changement climatique et les infrastructures critiques et je vais l'aborder, vous le verrez tout au long, par le prisme d'une transformation plus globale qui s'opère, ce passage de la société du risque à la société de la crise. Mais pour amener mon sujet, vous allez voir, je vais essayer de revenir sur, les formes de cadrage que nous abordons, sur ces thèmes-là. Cette présentation va être suivie de moments d'échange et de discussion, donc je vous invite, au fur et à mesure, si vous avez des réactions, de plutôt les mettre dans le chat et après la présentation, on aura l'occasion, d'échanger ensemble. Je vais aussi vous demander de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit, lors de la présentation ou des échanges et je démarre. Donc vous allez me confirmer juste en levant, un doigt en disant que c'est OK. Vous voyez bien, mon partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Si oui, parfait. Je lance la présentation. Bien, donc parmi les sujets que nous avons souhaité aborder avec vous, c'est ce rapport-là, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde le changement climatique et les liens changement climatique, infrastructure critique et qu'est-ce que ceci impose? Alors, on va voir que c'est un problème de cadrage comme je vous le disais. On va voir aussi qu'il y a quelque chose qui est plus profond, qui change dans le cadre, global, qui est, ce changement presque, d'approche, au risque ou aux situations et le dernier point, nous allons voir ensemble quelques sujets de discussion qu'on aimerait, vous soumettre au sein Bonjour de la Myriam. FPCNT. Oui? Oui? Vous m'entendez? Bonjour, bienvenue et vous allez voir un certain nombre de sujets de discussion que ceci génère et que nous aimerions bien discuter avec vous. Alors je vous disais que c'est une question de cadrage et en quoi, ceci opère. Donc en fait, quand on veut voir les effets d'un changement et les effets induits de ces changements sur un certain nombre de systèmes, eh bien on va séparer les choses comme étant 2 systèmes différents. On va voir le premier effet d'un système qui est, ce changement climatique qui s'opère et ses effets sur les infrastructures critiques. On va avoir aussi un deuxième lien qui est en quoi, en fait, ce changement de rapport aux infrastructures critiques peut aussi avoir un lien sur la manière avec laquelle on appréhende la problématique du changement climatique et on va voir plus globalement que ceci va dépendre de changements globaux qui s'opèrent, plus finement. Alors, premier lien, lien entre changement climatique et infrastructures critiques. Alors souvent, quand on veut voir le lien entre changement climatique et les infrastructures critiques, on va rentrer par les biais des aléas auxquels en fait ces changements climatiques vont exposer les infrastructures critiques. Infrastructures critiques, ça peut être effectivement des sites industriels à risque, ça peut être des infrastructures de transport, peut être des bâtiments, ça peut être des canalisations. En tout cas, quelque chose qui a de la valeur pour des tiers et qui est sensible pour le pays ou pour des groupes d'individus, pour des organisations. On peut rentrer aussi par le biais des risques, c'est-à-dire en fait, les potentiels d'exposition de ces infrastructures critiques.
Alors, ce qui est intéressant, pourquoi on rentre par ces prismes? Souvent, c'est dû à des cadres réglementaires ou c'est dû à un certain nombre de cadrages dominés par une communauté scientifique, tiers. Dans ce cadre-là, par exemple, dans le cadre français, on voit qu'on y rentre souvent en regardant les trajectoires de Bonjour, est-ce réchauffement que de je suis référence. seul ou nous Non, vous sommes n'êtes tous pas seul. silencieux? Alors, attendez, je vais revenir sur mon écran. Qui parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? Stéphane, c'est toi? Stéphane? Alors attendez, je vais peut-être, pendant ce temps, heu, désactiver un micro et relancer la présentation. Désolée pour l'interruption, je relance. Donc je disais, on rentre par les trajectoires, de réchauffement, de référence. Et souvent aussi, comme je vous le disais, eh bien, on va rentrer par un certain nombre d'aléas. Ces aléas étant, dans le cas d'espèces, la température, l'augmentation de la température, un certain nombre d'effets, notamment, la sécheresse, des précipitations, des cyclones, peu importe, et avec une programmatique que l'on peut retrouver avec des projections en termes de température. Deuxième façon de rentrer, là, c'est pas le cadre, français, mais c'est le cadre, de, l'Union, des Nations unies pour la réduction des risques de Bonjour, catastrophes, qui est Tom? l'UNDRR. Oui? Alors, juste un instant parce que je pense qu'on a un intervenant qui n'entend pas et qui ne voit pas d'écran. Donc je vais devoir interrompre, vous m'excuserez la présentation, pour, le contacter ou peut-être qu'il lit son chat. Alors attendez, heu Voilà, désolée encore une fois. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez confirmer en levant un pouce ou si vous entendez bien la présentation. Oui? Est-ce que vous entendez? Bien. Si vous entendez, qu'il y ait l'un de vous qui dise qu'il confirme qu'il entend, parce qu'il y a certains d'entre vous qui n'entendent pas. Oui, ça marche bien. Moi, je vois sur le chat, c'est monsieur Cartier apparemment qui a un problème, hein, mais continue, Myriam, ça marche très bien, hein. Voilà, Montre. désolée parce que ouais, comme, on n'a pas de donc, si vous voulez vous voyez bien, merci. Je vous disais, en fait, si on change maintenant le cadrage de ce lien, hein, on vient au cadre, plus, mondial avec, les Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes, eh bien, on voit que la manière d'opérer ce cadrage va un peu changer. Alors ce changement, en fait, il va s'opérer comment? On va regarder différents systèmes exposés, hein, à des effets de stresseurs ou des effets d'aléas. Et par contre, on va toujours rentrer par un certain nombre d'éléments qui sont les aléas classiques, liés au changement climatique. Mais en fait, vous voyez que ce qui va être regardé sur la chaîne, ce n'est pas que l'aléa, mais tous les risques induits, c'est-à-dire ce que ça peut avoir sur un certain nombre d'infrastructures critiques ou de systèmes auxquels on veut, concentrer notre attention. Notamment, par exemple, des sites industriels, des, infrastructures technologiques, peu importe. Et donc, en fait, vous voyez que le changement de cadre réglementaire change la manière avec laquelle on va aborder le lien entre 2 systèmes. Autre façon toujours, si on revient sur, le cadrage, européen, eh bien, ce que l'on retrouve, c'est qu'ils invitent dans leur cadre, à réconcilier 2 communautés qui des fois, ou en tout cas à certaines époques, n'ont pas assez discuté les unes avec les autres. C'est la communauté qui travaille sur le changement climatique et la communauté qui travaille sur les risques de catastrophe. Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 2 grands cadrages, le cadrage,
avec les termes adaptation notamment au changement climatique, et le cadrage avec les risques de catastrophe, le premier cadrage qui est dominé par ceux qui s'intéressent aux aléas induits par ce changement climatique et leurs manifestations sur les territoires, et ceux qui démarrent aussi d'une focus plus large, c'est-à-dire regarder un certain nombre d'effets qui sont produits par des systèmes qui contribuent aussi au changement climatique, mais qui, plus localement, plus largement, contribuent à un certain nombre d'effets sur des systèmes vulnérables auxquels on s'intéresse. Donc, vous voyez, ces deux vocabulaires différents qu'ils incitent à réunifier dans un travail qu'ils effectuent et qu'ils publient en 2021 sur la synergie de ces deux cadrages. Donc, ce n'est pas trivial parce que d'une certaine manière, ça change la manière avec laquelle on va considérer certaines externalités des risques ou qu'on va considérer certains systèmes. Ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils expliquent aussi dans un autre document, toujours les Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, que finalement, la manière avec laquelle on va gérer ces risques, on va gérer ces sollicitations du changement climatique sur les infrastructures critiques ou d'autres typologies de risques, va dépendre de la manière avec laquelle on va considérer des politiques publiques, des fois un peu éparses et un peu gérées en silo. Alors vous le voyez notamment sur les politiques de maîtrise de l'urbanisation, les politiques plus largement d'adaptation au changement climatique, voire plus largement au-delà de la réduction des risques de catastrophe, les politiques qui sont plus de responsabilité sociétale des organisations ou de gestion environnementale que vous retrouvez ici. En gros, ce que nous invite un peu ce type de réflexion, c'est à repenser l'unité de gestion ou des mécanismes de gestion des risques et éviter en fait des effets de silos qui vont nous produire des effets pervers dans la gestion des risques de catastrophe. Mais plus explicitement, si on devait résumer un certain nombre de choses sur la manière avec laquelle on regarde les effets du changement climatique sur des infrastructures critiques, on va dire qu'il y a différentes catégories de risques que l'on peut avoir en tête, suivant que l'on connaisse les aléas, qu'on les ait expérimentés ou non, qu'on ait expérimenté les vulnérabilités du système, et suivant que l'on conscientise que ces typologies de risques existent, qu'elles soient présentes ou qu'on ait du mal à les percevoir individuellement ou collectivement. Et ce qui est dit, c'est que sur les changements climatiques, en fait, on a ces différentes typologies de risques qui coexistent et ceux qui sont gérés en termes de risques pour les infrastructures critiques sont souvent que ceux qui sont prouvés ou matérialisés, c'est-à-dire ceux sur lesquels on a un retour d'expérience de sollicitation d'infrastructures critiques. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ceux qui sont les plus facilement modélisables, probabilisables ou mis en équation. Et ces autres catégories que vous voyez, du risque suspecté, dénié ou non connaissable, sont souvent passés à la trappe et donc incitent à d'autres paradigmes de gestion. Maintenant, changement de cadrage, essayons de regarder l'effet des infrastructures critiques sur le changement climatique, en tout cas de la trajectoire du choix de certaines infrastructures critiques. Et c'est souvent par le biais de la transition, et notamment de la transition énergétique, que la manière avec laquelle la réadaptation, le changement de ces infrastructures critiques, notamment de ces ENR, ces installations qui vont nous permettre de produire de l'énergie, mais de l'énergie, on va dire, propre. Le changement de ces installations vont permettre de réduire les émissions de CO2 et donc d'éviter, ou en tout cas d'infléchir ou de nuancer cette trajectoire de changement climatique. Là aussi, il y a un cadrage et ça va induire des catégories de risques que l'on va observer et des catégories de risques qui vont être d'une certaine manière négligées. Alors parmi ces cadrages, eh bien, c'est le cadrage que vous retrouvez toujours à l'échelle des politiques publiques européennes ou des politiques mondiales, notamment toujours si je rezoome sur des rapports du GIEC,
ou si je zoome sur un certain nombre de retranscriptions des rapports du GIEC dans les politiques publiques françaises, et notamment pour infléchir les trajectoires énergétiques, eh bien, on retrouve une retranscription des termes suivantes. On ne va plus utiliser les termes risque, mais on va utiliser les termes adaptation, développement résilient. Vous voyez, développement résilient, donc c'est plutôt le terme résilience qui va être un peu plus fort dans les usages. On va retrouver le terme transformation systémique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de systèmes vont devoir s'adapter, vont devoir changer dans leur interaction. Et on va retrouver, je vous laisse lire un certain nombre de termes, tout ça pour vous dire que quand on change de cadrage, le terme risque et aléa, le terme catastrophe est presque changé en grande partie pour les termes adaptation, pour les termes transition et pour les termes résilience de manière un peu plus forte et plus appuyée que dans le premier cadrage. Ça, c'est pour la stratégie française. Maintenant, toujours sur cette illustration de ces effets de transition, si on les regarde de manière plus fine, on va voir que la transition dans les cadrages réglementaires et dans les cadrages nationaux ou internationaux, mais même sur les méthodologies opérées, font que en fait, la manière de voir plus largement le risque n'est pas focalisée que sur les risques connus que je vous montrais tout à l'heure, mais aussi sur les nouveaux risques qui se présentent, et en fait avec une définition du risque qui s'apparente plus à celle que l'on retrouve dans l'ISO 26000, excusez-moi, sur l'ISO 31000 sur la gestion des risques, à savoir que le risque est vu par les externalités négatives que vous retrouvez à gauche de l'écran, et vu aussi par les potentialités de changement qu'ils opèrent pour les systèmes, c'est-à-dire les risques opportunités. Donc, 2 cadrages, différentes façons de considérer des risques, mais au-delà des risques, l'arrivée de vocabulaire encore plus fort que ce qu'il n'était sur le premier cadrage, c'est-à-dire le terme résilience, adaptation et autres. Plus exactement, si on regarde maintenant sur les 2 cadrages, si on regarde le cadre réglementaire français et on regarde le cadre normatif, donc cadre réglementaire français, il va que vous voyez à la gauche de votre écran, les risques sont souvent des risques subis pour les systèmes, avec un besoin de considérer le type d'aléa auquel est exposé le système, c'est-à-dire l'infrastructure critique. C'est pour ça que l'on retrouve dans les cadres réglementaires beaucoup de choses qui sont centrées sur les aléas que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire la sécheresse, voilà, et d'autres types de phénomènes à considérer. C'est beaucoup de réglementations pour des décideurs qui sont majoritairement des techniciens, c'est-à-dire des gens qui connaissent le fonctionnement, les fonctionnements techniques des systèmes, mais aussi qui s'intéressent plutôt à des aspects sciences de l'ingénieur. Ce qui veut dire que, en fait, souvent le risque, c'est une potentialité de perte dans ce cas-là. Perte, en termes de santé, d'environnement, pour des biens. Et l'idée, c'est véritablement nuancer les principes de gestion en fonction de la connaissance d'une formulation mathématique, du risque, à savoir aléa, vulnérabilité ou probabilité, gravité. Le tout, c'est d'apposer le bon principe de gestion, à savoir le principe de prévention, dans certains cas. Prévention quand il est probabilisable, cet événement, ou qu'il est représentable par des effets cause-conséquence, ou au contraire, on tombe dans d'autres principes, type, le principe de précaution. Voire d'autres paradigmes de gestion suivant la cinétique des événements, à savoir, une gestion en situation tendue, hein, ou une gestion en situation, plus, régulière, entre la prévention et la gestion de situations d'urgence. Deuxième paradigme, deuxième cadrage que l'on retrouve, que je vous disais être complètement différent, c'est souvent ce que l'on va retrouver dans la communauté, des managers du risque. C'est l'ISO 31000 avec ce que je vous montrais tout à l'heure comme dualité de considération du risque, à savoir les externalités négatives et les externalités positives. Là, dans ce cadre-là, on n'est plus dans le cadre de la gestion, telle que cadrée par la réglementation française, souvent par les externalités négatives, hein.
qui a du sens, hein, au vu du type de réglementation que l'on retrouve. Mais dans le cas de l'ISO 31000, là, en fait, on a un décideur qui n'est pas un décideur technicien, hein, c'est un décideur qui souvent est un gestionnaire qui prend des paris de gestion, c'est-à-dire que, il y a dans certains cas de mauvaises décisions de gestion, c'est-à-dire des prises de risques avec des conséquences négatives et dans d'autres cas, eh bien, en fait, il y a des prises de risques avec des externalités positives. Ça voudrait dire, si on le retranscrit sur notre cadre de gestion qui est, les effets du changement climatique sur des infrastructures critiques ou les liens entre les 2, ça voudrait dire qu'il y a de mauvaises politiques publiques, hein, des choix de politique publique ou des choix de stratégies de gestion qui vont, augmenter des conséquences négatives. Au contraire, certaines qui seront, qui rééquilibreront les externalités négatives et positives. Là, la définition du risque, elle est complètement différente. C'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. C'est-à-dire, en quoi, en fait, celui ou celle ou les organisations qui doivent gérer ces risques, connus ou non connus, eh bien, vont aux fonctions des objectifs qui se sont, fixés, bah, ça peut être, des objectifs de réduction d'un certain nombre de polluants dans l'air, peu importe les objectifs qui sont fixés, eh bien, vont l'atteindre ou non, en fonction d'un calcul d'incertitude autour de ça. Et donc vous voyez, le risque, il est positif ou négatif, hein, en termes d'externalité. Un exemple pour vous illustrer comment ça peut apparaître, parce que ça a l'air d'être, loin comme, préoccupation pour, les projets de transition énergétique de certaines infrastructures critiques. Là, je vous ai donné l'exemple d'un projet qui s'appelle Oriseo, qui, est porté, qui a été présenté il y a 3 ans, hein, en débat public, par Engie, Neoen et RTE et qui proposait, pour lutter contre le changement climatique, de repenser, un certain nombre de projets de production d'énergie, à savoir, dans le sud-ouest, dans une commune qui est pas loin de Bordeaux, qui s'appelle Socat, d'autour, d'une grande brique sur plus de 1000 hectares, de terrain qui était, initialement utilisé en sylviculture, qui était à l'époque en tout cas encore, de rajouter un certain nombre d'installations, dont un électrolyseur pour, produire de l'hydrogène, décarboné, une brique photovoltaïque et des batteries, hein, pour stocker, justement ce qui est produit, par le photovoltaïsme et aussi pour, utiliser la chaleur d'une brique de data center pour venir aussi, faire bénéficier l'agrivoltaïsme jusqu'à côté et tout ça dans le but de produire de l'énergie pour, les industries et la mobilité. Alors ce projet-là que vous voyez de transition énergétique qui s'incarne sur les territoires va avoir quelques petites choses qui sont assez intéressantes qui vont apparaître. D'abord, le type de projet. Ce projet, en fait, il expose à différentes catégories de risques. Et il est exposé à différentes catégories de risques, on va le voir, plus tard ou je vous le développerai au moment des questions. C'est des projets qui sont, sujets à, par exemple, des cartographies de risques de remontée, de nappes ou en tout cas des risques, d'incendie dans la région qui comme elle est exposée et comme elle est source de photovoltaïsme, elle est aussi à risque d'incendie, élevé. Et ça contribue aussi en termes d'effets négatifs de ce projet, contribue à une augmentation du potentiel de risque en local. Le côté positif, hein, si on applique, la trame ISO 31000, c'est-à-dire avec les risques négatifs et positifs, le côté positif de ces projets, c'est que ça permet justement de produire, de l'énergie et donc ça permet de décarboner l'industrie et de décarboner les transports. Donc ça crée des opportunités et au-delà de décarboner des transports, ben, ça crée une activité économique, en tout cas souhaitée en local, c'est-à-dire que ça augmente, dans les études d'impact, l'impact positif de ces potentiels de projets. Pour les typologies de risques, connus, inconnus et déniés qui étaient sur ces projets, pour vous montrer toujours ces effets de cadrage,
Donc sur ces projets, ces infrastructures critiques, on a une exposition au risque incendie, inondation. Ça, c'est des risques connus. Sur des risques inconnus, en tout cas à l'époque, ou en tout cas sur lesquels il n'y avait que quelques suspicions, c'est l'augmentation des risques incendie et sur le photovoltaïque, sur les panneaux photovoltaïques, une augmentation des îlots de chaleur. Et puis en fait, un certain nombre d'autres typologies de risques qui étaient moins connues sur des grandes surfaces, le fait d'avoir des pieux de photovoltaïque, eh ben, en fait, augmente l'acidification des sols et donc l'anthropisation des sols aussi qui était utilisée en sylviculture, même si c'est une activité, on va dire, industrielle. Et des risques déniés, c'est la mise à l'épreuve d'un certain nombre de filières qui sont déjà préétablies, qui sont par exemple la filière bois. Et aussi déniés, c'est les zones de sylviculture, ces forêts aussi étaient là pour faire un peu barrière à certains vents. Et donc le fait d'enlever cette forêt exploitée, eh bien, va encore plus exposer à des vents extrêmes. Voilà pour la question du cadrage. Vous voyez que quand on change de cadrage, eh bien, on change de catégorie de risque considérée et on change aussi de concept mobilisé, que ce soit l'adaptation, que ce soit la résilience notamment. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui est en train de se construire autour de ces deux cadres-là, on se rend compte qu'il y a des choses plus fondamentaux qui sont en train de changer dans la société. Et ces changements dans la société, je vous le disais, c'est ce changement de la société du risque, c'est-à-dire du prédictible, à la société de la crise, c'est-à-dire cette sensation d'être dépassé. Et on va le voir de différentes manières par un certain nombre de vocabulaires qui vont apparaître. D'abord, pour que vous sachiez à quoi je me réfère quand je parle de la société du risque, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas cet ouvrage, je pense qu'il est assez connu. C'est un ouvrage d'Ulrich Beck qui a été publié dans post-catastrophe de Tchernobyl dans les années 86 et qui va insister sur un certain nombre de changements qui vont se passer peu de temps après la catastrophe, hein, des choses qu'il a vues apparaître déjà, dont les prémices étaient bien sûr là depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il va nous dire, cet auteur, Ulrich Beck? Il va nous dire que en fait, on parle du concept de risque pour parler d'effets, en fait, négatifs, hein, d'effets négatifs sur un certain nombre de milieux. Alors, on va utiliser des concepts que vous voyez ici: pollution, catastrophe, menaces, stressors, atteinte à la santé. En tout cas, on va insister sur, ces effets négatifs. Ces effets négatifs qui parlent du risque, hein, dans notre cadre, précédent, ça reviendrait à cet effet de cadrage qu'on a dans la réglementation française, en tout cas sur les risques, la prévention des risques de catastrophes majeures. Eh bien, en fait, va faire que ce qui va motiver l'action, ce qui va faire qu'un certain nombre de mesures de gestion vont être prises de manière individuelle, collective, que ce soit des organisations publiques ou privées, va être la peur. Et en fait, la peur va justement motiver l'acceptation d'un certain nombre de mesures, voire le rejet d'un certain nombre de mesures, qui fait que, en fait, pour légitimer l'action, il va y avoir, dans certains cas, un surrecours à ces mécanismes. Il va y avoir aussi un autre élément qui va devenir très important, ou en tout cas qui va s'exacerber, c'est que cette confiance que l'on avait dans le système technocratique, c'est-à-dire la délégation de pouvoir vers, des acteurs publics détenteurs d'un certain nombre de savoirs ou des acteurs privés aussi, eh bien, en fait, va commencer à se fissurer. D'abord parce qu'en fait, le système de «progrès» entre guillemets montre qu'il a ses limites, puisqu'il génère ses externalités négatives. Et la science, en tout cas telle que perçue par des extérieurs à la production de la science, d'une certaine manière, ne peut apporter, dans le passé, n'apporter que quelque chose qui ne pouvait être que positif et maintenant on voit apparaître, en tout cas à cette époque, toutes les externalités négatives possibles. Plus largement, en fait, ce qui apparaît, c'est que, le système démocratique actuel, c'est-à-dire par la délégation de pouvoir vers des élus, vers des scientifiques
pour mener l'action publique, ou en tout cas dans la sphère publique, est sujette aussi à rediscussion. C'est-à-dire que ce qui devient nécessaire, c'est rediscuter la reprise du pouvoir par la société civile d'un certain nombre d'actions qui sont menées pour leur bien et des fois sans elle. En tout cas, en fait, apparaît le besoin de retrouver des champs où en fait l'action citoyenne peut s'exercer, non pas à défaut de l'action publique, mais en complément ou en tout cas en redonnant du pouvoir à un certain nombre d'acteurs qui se sont sentis exclus. Ça, c'était pour la société du risque et vous voyez que beaucoup de choses que dit Ulrich Beck là sont des sujets d'actualité et que l'on continue à avoir en termes de préoccupation. Il se trouve que ces dernières années, eh bien, en fait, le terme risque semble être mis de côté et on va utiliser de manière à bon escient ou à mauvais escient le terme crise. Et on va le retrouver où? On va parler souvent de crise climatique, on va parler de crise sanitaire et notamment quand on a vu arriver la crise Covid, vous voyez, crise énergétique, crise économique, bref, tout devient crise, là où en fait certains termes de risque étaient beaucoup plus fréquemment utilisés dans la sphère publique. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce changement de vocabulaire? Eh bien, il veut dire que d'une certaine manière, c'est comme si, hein, la question de la causalité, c'est-à-dire en fait trouver la source de pourquoi on en est arrivé à ça, commence à être discutée ou discutée de manière plus profonde et être difficile dans un monde complexe à identifier. La question de l'origine de l'entrée dans la crise, elle aussi. Alors que vous voyez dans le vocabulaire risque, eh bien, il y a comme il s'agit souvent de risques connus, on arrive en y apposant de manière propre ou impropre la question de l'aléa, eh bien, on arrive à trouver une forme de source initiale, même si le risque n'est pas que l'aléa. On retrouve aussi cette question de la cyclicité des événements, c'est-à-dire qu'on croit sortir d'une crise et finalement on se retrouve dans une crise qui se répète. Et cette question de système mis sous tension qui fait que tout le système qui est censé gérer une situation à risque, eh bien, en fait, est, mis à l'épreuve et en fait, il n'intervient que comme un pompier de manière continue. C'est comme s'il y avait plein de feux à éteindre, autant de feux qu'il y a de risques ou de crises. Et puis, il y a une société civile qui met sous tension de l'impératif de faire quelque chose, c'est-à-dire prendre les mesures adaptées et qu'elles soient efficaces, même si la source du problème est mal identifiée. Hein, donc cet impératif de l'action qui va venir aussi par l'hypermédiatisation d'un certain nombre de sujets. Alors on va analyser les discours autour de la crise. Si vous êtes toujours bien concentré, on va prendre par exemple les discours qui sont relayés autour de la crise climatique. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? La crise climatique, c'est toujours le réchauffement climatique. Ça porte souvent dans les discours sur des temporalités de crise qui sont des temps longs qui se sont installés à la suite d'un certain nombre de mauvais choix, hein, de société, et temps long, c'est-à-dire des temps longs, des conséquences que l'on va avoir à vivre pour notre société sur les années à venir. On trouve souvent des éléments d'imputabilité, c'est assez étonnant, c'est souvent pollution et lié à la modernité. Je vous résume un peu les propos, mais en fait, c'est ce que l'on retrouve, c'est-à-dire les effets de la modernité, l'industrialisation à outrance, hein, la société de la consommation. On retrouve aussi beaucoup de discussions sur la prédictibilité de cette crise. Finalement, elle était prévisible au vu du fonctionnement de nos sociétés, c'est-à-dire prévisible avec quasi-certitude. Notamment maintenant dans la présentation des arguments avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes, l'augmentation aussi de la sévérité de ses conséquences sur un certain nombre de systèmes vulnérables, que ce soit des individus, que ce soit des territoires ou des organisations privées ou publiques. Et ce que l'on voit aussi apparaître, c'est effectivement
la mise en visibilité d'un certain nombre de phénomènes qui étaient dans le passé moins visibles, mais qui sont en train de s'accélérer. Des fluctuations, par exemple, pour illustrer ce terme-là, de moments de sécheresse et de moments de grand froid. Ce qui ressort aussi sur les discours autour de la crise climatique, encore une fois, c'est les discours que j'analyse ici, c'est l'effet systémique, c'est-à-dire que c'est un effet qui va se propager sur les systèmes de systèmes, le système de santé, le système économique, le système environnemental, et dont les effets peuvent venir de la zone que l'on gère, c'est-à-dire du territoire français, ou peuvent venir de zones extérieures, sur lesquelles on a moins de prise. Et qui vont aussi avoir des effets sur des systèmes qui, des fois, sont isolés et qui subissent des choix par des systèmes un peu plus nantis. Par exemple, des effets sur des systèmes insulaires. Il y a souvent dans les discours la dénonciation de l'inefficacité des dispositifs et des outils de gestion. Si vous regardez les différents articles de presse qui sont sortis, voire des articles scientifiques, beaucoup dénoncent le peu ou le pas assez qu'aurait fait l'État, ou le peu ou le pas assez qu'aurait fait un certain nombre d'acteurs du secteur économique. Mais avec une difficulté à apprécier qu'est-ce que c'est que le peu ou pas assez par rapport à ce cadrage. Et puis, il y a souvent aussi des effets de fixation d'objectifs pour redonner l'illusion du contrôle avec, par exemple, des fixations d'objectifs qui sont souvent politico-scientifiques, par exemple, 0 émission nette, 0 artificialisation nette. Donc, en fait, l'efficacité et la possibilité d'atteindre l'objectif est souvent discutable. Parce qu'effectivement, ça reste des grandes déclarations politiques et on en discutera peut-être sur des cas d'espèce au moment des discussions. Deuxième élément de discours qu'on retrouve autour de la crise énergétique, qu'est-ce qu'on va retrouver qui montre qu'on a une rupture de paradigme, toujours encore une fois on parle plus de risque, mais on parle de crise, mais qu'est-ce que ça dit? Eh bien, cette crise énergétique, on va souvent la rattacher à un certain nombre d'événements initiateurs, entre guillemets. Événements initiateurs qui est la catastrophe de Fukushima, par exemple, ou la guerre en Ukraine, Russie-Ukraine, ou au contraire des grandes problématiques, une nécessité plus large d'une transition énergétique. Parce que épuisement de ressources, notamment. Là aussi, les éléments de discours, eh bien, en fait, ils sont légèrement, même si on retrouve des récurrences, ils sont légèrement différents. On va parler de temps long, on va parler de besoin de construire une transition sur les prochaines années, souvent en ne définissant pas le poids des choix énergétiques passés. On va parler d'effets de prédictibilité ou d'imprédictibilité d'un certain nombre d'effets de cette crise énergétique. Alors, par exemple, ce qui est prédictible pour certains, c'est l'augmentation de la demande en énergie. Ce qui est des fois moins prédictible, c'est les formes pour certains de programmation des portefeuilles énergétiques et de la manière avec laquelle ces portefeuilles énergétiques vont venir nourrir un certain nombre d'acteurs du territoire. On va voir aussi, dans les éléments de discours autour de cette crise énergétique, voir qu'il y a souvent une double tension. Tension qui est une conflictualité que l'on retrouve au sein de la société civile avec le besoin de transition énergétique, c'est-à-dire le besoin de lutte contre le changement climatique et le changement de nos systèmes de production d'énergie, mais en même temps, la difficulté en local à voir s'installer un certain nombre d'installations de production d'énergie, type photovoltaïque, type éolienne, type électrolyseur, par exemple, pour la production d'hydrogène décarboné. Et donc, c'est paradoxe à gérer en local, c'est-à-dire des risques que l'on veut éviter et des risques que l'on ne veut pas prendre par des installations ou des filières qui s'installent en limitrophe. On a des effets systémiques que l'on retrouve comme dans la crise climatique, en tout cas dans les discours. Cet effet systémique, des effets sur les systèmes de santé, les systèmes économiques et les systèmes environnementaux. Et plus largement, en fait, ces effets systémiques créés par le silotage des politiques de gestion de l'énergie
et cette difficulté à prévoir comment le système énergétique va évoluer dans sa gouvernance et sa déclinaison territoriale. On retrouve aussi des incitations à penser toujours un peu une sous-partie de l'effet systémique qui est, la corrélation entre des politiques de gestion qui sont des fois contradictoires sur le territoire, soit-elles sur la transition énergétique ou les politiques environnementales, notamment sur les effets de compensation, de l'usage de sol, par exemple, on en parlera au moment de discussion encore une fois. La crise sanitaire dans ces discours, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve d'autres éléments aussi. On retrouve la question du temps long. Donc la crise s'est installée si, cette crise Covid, elle est bien vivante dans nos mémoires à ce jour. Vous voyez que c'est une crise est censée se passer sur un temps court. Là, c'est encore une fois une crise de temps long. Elle est souvent imputée, en termes de cause à un virus et donc, vous voyez qu'on la ramène à une question, d'aléas, en tout cas d'aléas qui seraient portés par le virus et sans questionner à ce moment-là, hein, en l'imputant à un virus, sans questionner le système de gestion, de gouvernance, des risques Covid. Elle a quelque chose qui est particulière, qui apparaît, c'est cette question de la transformation de la menace que l'on retrouve, un peu, dans, les discours que l'on a dans le changement climatique et on retrouve beaucoup d'éléments d'imprédictibilité, c'est-à-dire la nature de l'aléa, la nature du risque, en tout cas dans la dynamique d'évolution autour de la gestion de cette crise sanitaire, de cette pandémie, eh bien, ont montré que beaucoup de choses, ont été présentées comme étant difficilement prédictibles, hein, sur lesquelles l'État ou en tout cas les territoires ne pouvaient pas se préparer en l'état. En tout cas, ça, c'est les discours relayés. Ça ne veut pas dire que c'est, des choses, effectives. Un côté, systémique, que l'on retrouve, de la même manière que dans les 2 autres crises et puis toujours une dénonciation, hein, de l'efficacité des dispositifs de prévention. Certains vont parler, de crise organisationnelle, hein, que l'on retrouve, dans la manière avec laquelle cette crise, cette pandémie a été gérée. Et puis, ce qui, est par contre très symptomatique de cette gestion de crise, Covid, ça va être le surusage du mécanisme de peur pour justifier un certain nombre de suivis de mesures de gestion, type, confinement, éloignement. Mais aussi une surbanalisation, une naturalisation de situations d'instabilité chronique. C'est-à-dire que, des sous-dimensionnements, par exemple, des dispositifs de, gestion des risques sanitaires au sein de l'hôpital ou des services d'urgence. Donc, du coup, quelques constats sur ces 3 crises. Qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'on a dit que c'est une question de cadrage, qu'est-ce qui a changé de manière, globale? On va dire que ce qui apparaît dans les discours et qui est en train d'apparaître dans la société, ou en tout cas qui est là depuis quelques années, c'est de voir que finalement, ce qui est, si nous sommes dépassés par un certain nombre de phénomènes qui nous arrivent, Covid, crise climatique ou autres, qui sont très conjoncturels et qui perdurent, eh bien, en fait, c'est bien parce qu'on a quelque chose qui est plus structurel dans nos systèmes, qui semble être désuet, voire dépassé, et qui nous mettent dans des crises chroniques. Deuxième chose qui arrive, c'est que l'intensité, hein, de ce qu'on appelait des risques, mais qui maintenant s'apposent pour les crises, montre qu'on peut avoir différentes catégories de crises, qu'elles soient diffuses, subaiguës ou aiguës. Et que ces crises, à la même image que les risques, vont avoir des cinétiques, hein, des portées dans le temps différentes. On va comprendre que, en fait, tout ce qui se joue dans ce changement de vocabulaire entre risque et crise, c'est de mettre en visibilité des problèmes, mettre en récit certains éléments qui ne vont pas dans la gestion de la sphère publique. Et quand je dis sphère publique, c'est pas, c'est ceux sur lesquels des acteurs publics ou privés agissent. Et donc, ça permet de montrer qu'il faut sortir du déni, de cet effondrement d'un certain nombre d'éléments structurels,
de configuration, de gestion, de gouvernance des risques. En mettant en récit, en rendant visible, alors on donne la possibilité aux acteurs, soit-ils dans le système technocratique, soit-ils de la société civile, d'agir. D'agir, c'est-à-dire de changer leur trajectoire d'action, de changer leur trajectoire de gestion. Donc en fait, même s'il y a un glissement de vocabulaire du risque vers la crise, qui montre un problème, hein, un problème de confusion des vocabulaires, de confusion des méthodes et puis de déni d'un certain nombre de risques, c'est un mal pour un bien parce que malgré tout, ça crée des idées, des opportunités de récit et des opportunités de récit pour induire l'action. Donc du coup, ce que j'aimerais que l'on ait comme discussion, en tout cas là et puis par la suite, c'est un certain nombre d'actions qu'il faudrait lancer en réflexion. La première, c'est de voir en fait, finalement, comment on pourrait analyser un peu plus finement cette action, de gestion ou de gouvernance des crises et des risques, en repensant l'action ou, l'action et donc bien sûr les formes d'inaction des acteurs, des organisations et des collectifs. Alors plus principalement, en quoi en fait ces vocabulaires que l'on retrouve souvent, adaptation, résilience, risque, soutenabilité, responsabilité sociétale, nous permettent véritablement de repenser l'action publique, ou au contraire, diluent nos discussions vers des choses peut-être secondaires. Deuxième chose que j'aimerais bien que l'on discute, c'est que vous voyez dans la société du risque et en fait dans cet hyper-usage aussi du terme crise, que finalement on passe d'une conception de la gestion des risques et des crises qui sont sous responsabilité centralisée vers des technosystèmes à des responsabilités diffuses, c'est-à-dire plus éparses au sein de la société civile. Mais du coup, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences sur la gestion de la sphère publique? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le besoin d'évaluer l'action publique et sous quelle forme? De même, en fait, ce qui serait intéressant de discuter, c'est comment faire pour gérer des systèmes qui sont en train de vivre des crises structurelles et au-delà de crises structurelles, qui font face à des risques systémiques, c'est-à-dire, des risques qui se contaminent, qui mutent de système en système et qui sont des fois, difficilement, identifiables dans leurs sources, mais en tout cas identifiables dans leurs effets. Et puis, pour finir, comment penser en fait, ces systèmes? Comment faire en sorte d'avoir des systèmes plus inclusifs, à savoir des systèmes plus délibératifs et participatifs, mais quelles vont être leurs conséquences et comment évaluer leur consistance en termes de validité et d'ingénierie du collectif, mais aussi ce qu'elles induisent comme légitimité en termes, d'action publique. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère que vous êtes toujours connectés, que ceux d'entre vous qui ont eu des difficultés à se connecter ont pu le faire depuis et voilà, Stéphane et voilà, je vous passe la parole ou je vous laisse poser des questions si certains d'entre vous veulent interagir ou faire un commentaire. Myriam? T'entends plus, Myriam? T'entends plus. Régis, à toi. Oui, je veux bien, parce que j'ai l'impression qu'ils sont timides, je veux bien lancer la discussion par visio. En fait, déjà, je te remercie parce que je trouvais ça assez stimulant comme présentation, enfin, bien insister notamment sur les termes qu'on peut utiliser dans nos pratiques ou nos métiers. Donc moi, je précise pour ceux qui sont à la visio, moi je suis un gestionnaire retraité, on va dire, mais toujours très impliqué dans la formation et l'expertise sur la gestion des risques de catastrophes en général. Et moi, j'ai retrouvé, enfin, je me souviens quand j'étais aux manettes de la gouvernance de la FPCNT il y a quelques années, j'avais notamment pointé ce que tu as mis en avant là. D'ailleurs, je voulais éventuellement l'élargir, c'était la différence entre on va dire la norme administrative et puis la norme au sens ISO. Et on D'accord. voit qu'on a quand même des approches
assez différentes et qui peuvent, à mon avis, se rejoindre. Et j'avais proposé d'ailleurs à l'époque qu'il y a éventuellement un chantier là-dessus, mais qui n'a pas démarré. Et je trouve que tu mets bien le doigt là-dessus. Et notamment, il y a eu un transparent là où tu montrais finalement la réglementation française, hein, et à côté la norme ISO. Et moi, je trouve que c'est un peu réducteur par rapport à ce que tu avais dit avant, puisque c'est pas que la norme française qui est finalement centrée sur un certain nombre de thèmes que tu as évoqués, c'est aussi la norme européenne et la norme internationale, et la norme publique, on va dire. Hein. Tu as la norme publique et la norme privée, et où je pense que ça se rejoint, parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, j'étais assez impliqué à l'UNDRR, notamment dans les partenariats publics-privés, c'est un groupe de travail. Et il me semble que les deux pourraient vraiment bien se combiner. Et d'autant plus, parce que ce que j'ai fait, tu le sais, je crois que je t'en avais parlé face au bassin de la Loire il y a 15 ans, en fait, quand tu raisonnes uniquement risque économique, et la directive européenne, par exemple, sur les inondations, elle dit bien qu'il faut réduire les dommages économiques, socio-économiques, environnementaux, patrimoniaux. En fait, les dommages aux activités économiques sont absolument essentiels dans le coût global des dommages. Donc finalement, on pourrait tout à fait converger, hein, à la fois à l'approche normative, entrepreneuriale, et puis l'approche collective. Il y a certainement des points de rassemblement, et il y a certainement un travail à faire sur le vocabulaire, sur la norme, etc. Et moi, je suis vraiment preneur de ça. Enfin, je pense qu'on avancerait, hein, si on arrivait à faire que ces deux mondes se comprennent mieux et travaillent mieux ensemble, alors qu'en réalité, ils sont totalement liés, quoi. On ne peut pas dissocier la norme ISO risque et de la volonté politique, publique, de réduire les risques. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Et puis le deuxième commentaire aussi, c'est sur... Je partage tout à fait tout ce que tu as dit, hein. On passe vers la résilience, enfin tous les mots que tu as utilisés, transition, etc. Et puis je sors juste mon petit drapeau d'ancien fonctionnaire. Le problème, quand tu es fonctionnaire, tu fonctionnes. C'est-à-dire qu'en fait, tu utilises... moi, j'ai toujours dit ça, et parfois ça peut surprendre, mais ta responsabilité première quand tu es fonctionnaire, c'est de bien gérer l'argent public et d'être en phase avec la demande politique, quelle qu'elle soit, qui s'exprime dans un pays démocratique comme la France, hein, par le Parlement, le gouvernement, etc. Mais donc, tu es obligé d'appliquer des textes. Et quand tu commences à dire on fait de la résilience, moi je veux bien, si tu veux, mais je cherche encore le texte en tant que fonctionnaire qui me permet d'imputer des dépenses de résilience, tu vois. Enfin, je dirais, et je pense qu'il y a un travail là normatif à faire si on veut effectivement que les politiques publiques elles aillent vers ces nouvelles notions, moi que je partage, hein, ça me va très très bien. Je dirais, il faut aussi qu'il y ait la normalisation administrative et que ça fonctionnaire, ça fonctionne, hein, et ça utilise de l'argent public. Ça ne peut pas le faire comme ça en se disant tiens c'est chouette, je vais faire de la résilience demain. Non, il y a des règles, à mon avis, d'utilisation de l'argent public pour rendre un système plus résilient ou aller vers une meilleure transition, etc. Et ces règles-là, aujourd'hui, ne sont pas posées. Alors après, je pense qu'on court un peu après, tout ça va tellement vite, hein, le changement climatique notamment va tellement vite, qu'on voit bien que nos politiques publiques, notamment celles qui arrivent en France, notamment les politiques européennes, etc., pour moi, et tu m'as déjà entendu le dire à plusieurs reprises, sont totalement décalées aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas de politique d'eau pluviale, alors que ça devient un enjeu majeur pour les inondations. Nos politiques sur les débits fluviaux, etc., sont aussi complètement décalées, parce qu'on est complètement à la ramasse sur tout un tas de sujets, parce qu'il y a aussi un temps pour produire de la norme publique. Voilà, hein. Donc moi, je pense que tout ce que tu as dit, ça me paraît vraiment très, très pertinent, vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a des rapprochements à faire. En tout cas, je pense qu'il serait bien, peut-être du côté des chercheurs, parce que c'est un conseil scientifique, c'est d'essayer de pousser un peu les penseurs de l'administration vers justement ce champ ISO, etc. Parce que je trouve que l'ISO, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus, toi, tu es dans deux associations qui sont un peu la convergence de ça. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Et peut-être juste, et puis j'arrête, un dernier commentaire aussi, c'est sur la notion de... Tu dis, on passe de la réduction des risques à la gestion de crise, oui, ok. Mais moi, je dirais aussi pareil, il y a une terminologie à faire administrative. Parce qu'en tout cas, vu de ma fenêtre aussi, notamment quand je fais de la formation au Maroc, par exemple, pour moi, la gestion de crise, c'est un temps très court. Tu vois, enfin, paf, il y a une crise, allez, ça prend 3 jours, etc. Mais tu as parfaitement raison. C'est aussi, mais je dirais que l'administration est aussi formée pour gérer la crise sur un temps court. Et on en avait discuté tous les deux, je m'en souviens très bien, quand tu as eu le Covid. Il y a eu d'ailleurs finalement un mode de gouvernance totalement décalé qui s'est mis en place, qui n'était pas le mode de gouvernance qui était prévu pour gérer normalement une crise, quoi. Et donc on a une crise longue durée, et puis voilà. Mais voilà un peu tout ça en vrac. Mais en tout cas, je pense que pour le conseil scientifique, parce que c'est quand même aussi un webinaire du conseil scientifique, je pense qu'il y a des champs de réflexion et finalement de progression collective vraiment intéressants. Peut-être pas, après j'ai proposé plein de sujets, je pense qu'il faut peut-être réduire un peu, mais je pense qu'il y a quelques petits sujets où on pourrait vraiment progresser collectivement, notamment peut-être par exemple ISO, ISO et puis politique publique, par exemple de réduction de risque d'inondation. Je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà. Mais c'était vraiment, ça m'a bien plu, quoi. Ça ouvrait bien surtout à cette heure-là, c'était bien, ça ouvrait bien les esprits. Voilà. Les chakras. Ouais. Voilà, les chakras, absolument. Pour pas dire les chakras.
Merci Régis. Et puis, en fait, pourquoi j'ai insisté sur le cadre français? Parce qu'il est censé avoir repris le cadre international. Mm. Puisque en fait, dans les lois, dans la réglementation, Ouais. justement, tout est ratifié. Mais c'est vrai que dès C'est pas que que français. c'est ça, voilà, c'est exactement, c'est pas que français, mais le français ratifie. Donc en fait, Ouais. il reprend, même si après il y a des cadres qu'il n'a pas encore pris en considération. Et c'est vrai effectivement que sur l'aspect résilience ou sur l'aspect, adaptation, ça reste, en fait, les termes sont utilisés, mais en tout cas, moins bien précisés qu'en au sens de l'usage que tu y Ouais. mettais. Alors bien sûr, il y a plein d'articles dessus, il y a plein de réflexions philosophiques dessus, mais moins d'outils activables. En Ouais. tout cas, moins voilà. Heu, pour un responsable d'administration ou un responsable, technique. Ouais, on va Ouais. dire ça comme ça. Pas être Et critiqué, ouais, peut te tout faire. à fait, Ouais. tout à fait. Est-ce que vous voulez réagir? N'hésitez pas, voilà. David? Oui, en fait, c'est super intéressant ce que tu as dit. Moi, je suis d'accord presque en tout. Et en fait, ce que je trouve, et concernant aussi ma recherche, tu vois, puisque je fais la liaison là, et c'est que s'il y a quelque chose à apprendre, par exemple, des pays du Sud, surtout l'Amérique latine, moi, je proviens de l'Amérique latine, donc les communautés là-bas, elles sont elles-mêmes résilientes, mais c'est par rapport à l'histoire qu'elles ont. Elles ont pris la partie, si tu veux, la cosmovision de ces pays, sont très intéressantes par rapport à la nature, homme, environnement. Donc, au début, la nature, elle est devenue une espèce de déesse, si tu veux, et ça, on le partage partout dans le monde, et il faudrait revenir d'une certaine manière à ça. Pourquoi? Parce que c'est là que tu apprends à connaître ton environnement, et tu te rends compte que finalement, si tu, en faisant du bien ton environnement, tu le fais ça pour toi-même. Et en liant ça en pratique qu'ils avaient à l'époque, par exemple, moi j'ai tracé dans des différents pays le type d'action collective. Tu vois, dans les différents pays, ça contient un nom, si tu veux, mais c'est très spécial puisque dans les pays européens occidentaux, ça n'existe pas. Mmh. Donc, la trace de cette action collective, Mmh. et en Europe, surtout en France, ça date du XVIe siècle. Et à partir de là, on ne connaît plus cette figure d'agir collectivement pour se préparer au risque et en général. Sauf que dans les pays du Sud, par exemple, dans quelques autres communes, par exemple dans les pays arabes, ils ont aussi cette figure d'action collective et bénévole et gratuite, en général, pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Et ils commencent à parler, tu vois, par exemple, en Amérique latine, nous avons la Minga, pour les Arabes, ils l'appellent la Tuisa, pour les Brésiliens, ils l'appellent le Mutirão, et comme ça, pour les différents pays, on arrive à trouver tout ça. Et on se rend compte, et c'est un peu la conclusion de ma thèse à la fin, ça va être ça. Et justement, ces figures sont opérationnalisables pour le seul français, en fait. Mmh. Et nous avons le cas exceptionnel, et c'est un cas exceptionnel, et moi, c'est pour ça que j'adore le cas des communes de la Roya, puisque c'est là que tu trouves, justement, c'est le même, mais c'est le même système qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et là, tu te rends compte comment ils se sont maintenus dans la ligne de temps. En Amérique latine, on les connaît par quelques semaines, tu vois, mais dans le cas de la Roya, ça a resté des années. Et même jusqu'à maintenant, ça reste. Mmh. La chaîne de solidarité s'est étendue jusqu'à maintenant, avec la tempête Aline, surtout dans la partie de, de Saint-Martin-des-Subis. Donc, si tu veux, j'ai écrit un petit article pour la revue de l'IRMA, qui est sorti en janvier, tu vois, et les risques info. Là, je vous envoie, je ne sais pas si je peux vous partager par ici. Si tu peux partager ou le mettre dans le chat
ou Oui. au contraire, tu mets le lien ou Oui. l'envoyer à J'envoie Tom ça. Zugasti pour qu'il Et partage. là, et là, tu trouveras comment j'ai arrangé la notion pour que ça devienne opérationnalisable dans les systèmes de secours français, puisque déjà on parle de la chaîne des secours. Donc ça c'est super intéressant puisque là tu vois toute l'évolution en fait de cette société des risques, de la préparation au risque, jusqu'à ce qu'on est dans la société des crises que tu viens de l'appeler. Donc je voulais juste faire ces petits apports et pour tout ce que tu as déjà magnifiquement abordé. Et voilà. Donc, je vous partage, je vais vous mettre ça tout de suite. Merci David. En fait, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, en fait, les conceptions par pays de la notion de responsabilité, qu'elle soit et donc la conception aussi de ce qu'est le commun, la gestion du commun, va faire que, ça va changer. Du coup, ça induit beaucoup de choses et merci pour le partage de l'article et des réflexions. Du coup, ça implique beaucoup de choses à regarder. D'abord, pousser les approches comparatives par pays, c'est-à-dire voir bénéficier des retours d'expérience et des partages, de narration de pays en pays sur des problématiques communes. Mais aussi réfléchir ou réfléchir plus, largement sur et c'est quoi le commun dans la gestion d'un certain nombre de nuisances ou d'externalités négatives? C'est quoi le commun? Et qu'est-ce que ça induit effectivement ce rapport au commun sur, heu, le fait de redonner des prises d'action pour un certain nombre d'acteurs de la société civile qui, dans certains nombres de nos systèmes, des fois, sont mis de côté alors qu'ils pourraient être, pris, voilà, réintégrés dans le système et finalement on invite tous à ce qu'ils soient intégrés sans savoir souvent comment le faire de manière soutenable. Si vous voulez réagir, David ou Stéphane, Sandrine, Oui, 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 et ou les déjà, autres, oui. si je te réponds en fait à ça, et la manière dont en Amérique latine on voit ça, puisque c'est un mécanisme ancestral. Moi, je les appelle les unités de survie ancestrales. C'est à propos des Norbert Elias, il parlait de l'unité ancestrale en général, mais moi je dis, ok, c'est l'unité ancestrale de survie, et pourquoi est-ce qu'on la mobilise? Puisque déjà pour eux, c'était très important, c'était dans la culture à eux de faire les choses bénévolement, tu vois. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est c'est très ancré des peuples du Sud. Donc tu te portes déjà dans l'action collective, que ce soit pour s'aimer la terre, par exemple, que ce soit pour récolter, que ce soit pour construire et bâtir les maisons des voisins, par exemple. Donc tout ça articule, c'est très bien articulé et ça aide la création de la communauté. Qu'est-ce que c'est différent de la France et pourquoi en France il y a ces différences historiques à partir pas uniquement de la Commune de Paris et à partir des, bon, même avec l'histoire de la Révolution française et après avec les communes de Paris, il y a existé une loi, je ne me souviens pas, je pense que c'était Chapelet, s'appelait comme ça, la loi Chapelet, et c'est avec cette loi que les communes, elles ont été divisées pratiquement, personne n'avait le droit de s'y rassembler, et, et par là, on trouvait une punition lorsqu'on se mettait ensemble. Donc, avec cette histoire, tu as les deux positions, tu vois, comment ça évolutionne. De l'autre côté, on n'a jamais eu une, comment dire, une punition pour se rassembler. Et ça casse justement la façon dont on crée la communauté. Déjà, en France, communauté, c'est un terme assez. Depuis que j'avais commencé à parler des communautés, je voyais des gens se scandaliser un peu, tu vois. Et là, maintenant, je dis, sans doute, c'est dans la communauté que tu as la réponse aux crises de demain, en fait. S'il n'y a pas un sentiment d'appartenance, si tu n'as pas un sentiment des communautés telles quelles, c'est très difficile de faire réponse et Je pour donner une réponse. Donc, voilà.
Merci David. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas, oui Stéphane, vous pouvez lever la main et pour les interventions. Vous avez, vous voyez le boutonneau en haut. Allez-y, oui, Bon, Stéphane. oui, bonjour à tous. D'abord, bravo, merci Myriam pour cette synthèse. Ça amène vraiment à réfléchir ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, la FPCNT, ça peut être aussi le lieu de synthèse sur lesquels on fasse un peu date au passage. Donc là tu as fait un énorme effort de synthèse et de transcription de beaucoup d'éléments qui sont dans des, enfin justement pas dans des conclaves, mais dans des cénacles internationaux, et de voir comment on les réadapte en France. Et c'est vrai qu'on est un peu pris de vitesse par la manière dont le vocabulaire bascule, et l'interrogation, ça va être, est-ce que c'est simplement le vocabulaire? Est-ce que c'est une manière de réappeler des choses anciennes qu'on était capable de faire et on remet des nouvelles étiquettes pour être en conformité avec un discours collectif au niveau européen, bien sûr, au niveau de l'ONU, ou est-ce que vraiment on fait une espèce de compression autour de tout ce qu'on avait fait comme, je trouve, progrès, et j'espère que Régis va approuver, dans l'État français, dans la prévention depuis 40 ans, d'avoir des politiques de prévention, et qui, effectivement, prises de vitesse, deviennent de plus en plus des politiques de gestion de crise, des fois en dépit de même le protocole qui a été fixé pour gérer la crise. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup vu avec le Covid, c'est que des protocoles existaient, on les a mis de côté, on a tout réinventé au fur et à mesure de l'affaire. Donc, bon, évidemment, pour moi qui suis un peu âgé, il y a la facilité de reprendre l'album de Supertramp, Crazies What Crazies. À chaque fois, j'ai cette image un peu facile et qu'est-ce qu'on appelle des crises. Et je pense que là, ton exposé, il fait bien voir qu'il y a besoin d'une vision systémique, parce que de toute façon, la précipitation et les tensions qui se congruent, qui font nœud au moment de certaines crises, font que effectivement, peut-être plus qu'avant, les interdépendances apparaissent brutalement et que effectivement le monde s'est globalisé. Je vais y revenir là-dessus, mais on ne peut pas non plus l'ignorer et en faire abstraction, et que cette globalisation qui a lieu au niveau économique, social, avec une économie libérale qui nous fait échanger des biens dans tous les sens, qui fait qu'il y a tout de même des déplacements de population tout de même très nombreux, qui fait aussi qu'à peu près partout dans le monde maintenant, on a des smartphones et on utilise à peu près les mêmes outils des GAFAM. Donc vraiment, la globalisation a eu lieu. Et ça concentre de manière beaucoup plus évidente des liens qui existaient avant, mais qui effectivement se déplaçaient plus lentement. Typiquement les épidémies. Les épidémies existaient, mais elles se déplaçaient sur plusieurs années, là où on a craint d'un coup que ça se déplace en quelques semaines. Donc, le changement climatique aussi fait que c'est l'autre aspect de la globalisation, c'est qu'effectivement des pollutions accumulées pendant un siècle, 2 siècles, d'abord en Europe certainement, et puis en Amérique du Nord et maintenant en Asie, ont un effet global. C'est-à-dire que même un atoll du Pacifique va se retrouver, les gens vont se retrouver obligés de migrer parce qu'on a accumulé cette couche de pollution sur notre atmosphère, qui va du coup affecter aussi bien le Groenland qu'un atoll du Pacifique. Mais derrière ça, du coup, il y a un effet de saisie des gens où, ça c'est assez empirique ce que je vais dire, mais quels que soient les lieux où je vais maintenant, je trouve qu'il y a une telle segmentation des responsabilités que les gens se trouvent tétanisés et non plus prises sur la vitesse de ce qu'on leur impose, non plus prises déjà dans leur univers professionnel, ce qui amène beaucoup aussi à se mettre en retrait, démissionner ou juste se déresponsabiliser en disant de toute façon, je travaille dans une entreprise qui, dans 18 mois, me mettra à la porte et voire dans 24 mois, n'existera plus. Donc, peu importe qu'on me demande de faire des efforts, puisque de toute façon, vraiment, il y a un côté éphémère. Les gens sont dans une déresponsabilisation qui est assez effrayante. Et
il y avait tout de même une tentative, et là je suis un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de David, que je ne connais pas, mais il y avait tout de même une tentative en Europe, en France, où, disons, depuis les années 1930 jusqu'aux années 1985, il y avait la construction d'interventions étatiques fortes qui ont amené tout de même un État-providence qu'on va trouver peut-être trop encombrant, trop lourd ou pas assez efficace, selon la manière dont on regrette certains échecs ou on anticipait plus, mais où il y avait une volonté d'avoir prise. Et typiquement pour la France, quand il y avait des crises quelque part, on envoyait des régiments aider à nettoyer les inondations. Il n'y a plus de régiments, il n'y a plus personne. Et c'est cette atténuation de l'État, cette restriction qui fait aussi qu'en France, maintenant, on trouve des territoires où on nous dit « Ah, mais il n'y a personne, on est obligé de tout réinventer ». Eh bien, effectivement, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit que même à des niveaux départementaux, il n'y a même plus de directeur pour ces affaires concernées. Le directeur est devenu un directeur régional, il peut avoir un staff intéressant, etc. Mais donc la proximité au terrain, elle est tout de même très très réduite, même si certains outils facilitent les échanges d'infos. Donc on voit bien que quand on va sur des terrains où de toute façon on n'arrive même pas à maintenir des lignes téléphoniques, et je peux vous assurer que dans le monde rural c'est atroce. C'est 6 mois de travail pour que je sois en connexion avec vous aujourd'hui, au passage. On n'arrive pas à maintenir des lignes téléphoniques, donc il est évident qu'il n'y a absolument pas de ressources locales le jour où il faut intervenir en quelques heures pour évacuer de l'eau ou pour éviter qu'un glissement de terrain, évacuer des gens face à un glissement de terrain, etc. Bon. Mais ces aspects-là, ils sont tout de même pris dans une globalité où ce qui s'accélère, c'est une espèce de désinvestissement dans le concret préventif et réinvestissement de capitaux colossaux dans de la spéculation. Et une autre manière de voir la globalité du monde, c'est de voir la globalité de la spéculation qui fait que même au nom du changement climatique, on voit s'opérer des investissements qui se comptent en milliards d'euros ou de dollars, selon où on est dans le monde, et qui, pour autant, ne sont pas prévus pour être rentables, sont purement spéculatifs. Et au passage, tant pis si ici et là, on décape un bout de terre ou un morceau de pays, etc. Mais c'est impressionnant à quel point la question de l'amortissement et de la rentabilité ne semble pas posée dans ces spéculations qui vont être sur le fait de spéculer énormément sur le nucléaire plutôt que des centrales à charbon, et puis des nouveaux matériaux plutôt que du charbon, quoi. Des nouvelles ressources minérales plutôt que du charbon. Et c'est vraiment, quand on en discute entre collègues, on a l'impression que tout le monde est débordé. On lit en France, entre autres, on lit quelques collègues très intéressants sur les prélèvements des matières premières, des minéraux, toute l'industrie extractive. Mais très vite, on en voit aussi les effets sur le terrain. Donc, pour répondre un petit peu à David tout de même, en France, il existait avec évidence des communautés locales qui étaient organisées par communes, paroisses, et effectivement, la loi Le Chapelier, qui date plutôt de la Révolution française, hein, et c'est important de l'avoir en tête, surtout si c'est une thèse qui est en cours, c'est quelque chose qui rompt toutes ces collectivités, toutes ces communautés, au nom de la promotion d'un individualisme fondamental dans une république. Voilà. Pour achever l'Ancien Régime, la loi Le Chapelier, effectivement, met fin à toutes ces communautés, et tout le 19e, on voit se reconstituer des autorisations, associations syndicales autorisées, par exemple pour gérer les inondations et les rivières. Alors moi, je me suis beaucoup posé la question de autoriser. Mais autoriser par qui et pourquoi? Autoriser parce que, reconnaissant que pour gérer de l'interdépendance locale, il faut autoriser la reconstitution de syndicats, c'est-à-dire de voisins, de riverains qui se mettent en syndic, comme il y a des syndics de copropriété, pour faire simple, mais là, des syndics de rivière, des syndics qui aussi incluent progressivement les municipalités. Mais il ne faut pas croire que tout ça est inexistant. Tout ça a été effectivement un peu minoré
par une volonté voilà, d'individualisation de la République au moment de la Révolution française, et après par la constitution d'un énorme effet solidaire qui est l'État-providence, et qui est à l'échelle nationale, c'est-à-dire avec la sécurité sociale, avec le fait que je pense qu'on manque d'un grand travail sur l'aménagement du territoire, l'emprise de l'État français sur son propre territoire en 1980. Si on ajoute l'armée, si on ajoute la SNCF, si on ajoute EDF, c'est colossal. Qu'est-ce qu'il en reste en 2020 ? Voilà, moi, je n'ai pas le temps de faire le travail, si quelqu'un veut s'y coller, ou coller un étudiant, un stagiaire. Mais vraiment, il y a eu une volonté d'avoir une emprise globale qu'on retrouve dans d'autres pays, sous d'autres formats. Bon, certains me diront évidemment en URSS, mais aussi dans des pays réputés très libéraux. C'est-à-dire que l'Argentine, quasiment fasciste du parti à partir de 1944, c'est tout de même un pays où, d'une part, on a un héros national, un colonel, qui prend le pouvoir parce qu'il a géré les conséquences d'un gros séisme à San Juan, mais au passage, moi qui ne connais quasiment rien de l'Amérique du Sud, sauf à être allé faire un peu de terrain en Argentine, on voit fonctionner à un niveau local le cabildo. C'est-à-dire que, hérité de l'Empire espagnol, il y a la capacité d'avoir des communautés locales qui s'organisent autour de notables et de propriétaires fonciers, évidemment, et qui forment un cabildo, et qui, du coup, se donnent le droit de gérer, parce que l'État fédéral est tellement loin à Buenos Aires, que quand on est au-delà des marécages et des montagnes, se donne le droit de gérer le local. Donc, il faut être attentif à cette question de la gestion de l'interdépendance. Je pense que c'est un très très grand thème, d'autant plus que quand on était dans des interdépendances bassin-versant, comme autrefois, quand moi je faisais ma thèse il y a 30 ans, on voyait que ça avait du mal à se constituer, les solidarités. Et là, il y a une projection à un niveau mondial où tout d'un coup on met des injonctions à un niveau mondial où les gouvernements, les administrations, Régis l'a dit, doivent obtempérer à organisez-vous. Et ça, c'est pas évident du tout parce que la concurrence des firmes est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez toujours essayer de bâtir un système à un niveau local, au niveau de la métropole de Grenoble, on essaye beaucoup pour s'organiser par rapport à tel ou tel risque. Quand il y a des firmes derrière qui démantèlent en 18-36 mois des industries qui ont mis 50 ans à se construire, pour les transférer en Asie, ou qui font venir des travailleurs, etc., on est pris de vitesse, c'est-à-dire que les institutions, elles sont toujours à courir après le changement climatique, évidemment, après les transformations qui, moi, me paraissent concrètement réelles. Je ne sais pas si c'est du réchauffement ou de refroidissement à terme, mais les 50 prochaines années, tout se transforme. Mais elles se trouvent aussi à courir, la puissance publique, elle se retrouve à courir après des transferts de travailleurs, de fonds, de modes de production, où de toute façon, la question par exemple de produire de l'électricité dans les vallées alpines, entre autres, devient concurrencée par produire un gaz, une ressource énergétique de gaz, comme le disait Myriam, dans le sud-ouest, dans les forêts des Landes, où j'ai un peu plus au sud peut-être. Mais on voit bien que de toute façon, aucun acteur n'a une vision globale. Ça, c'est une très grande difficulté. Et que de toute façon, les rythmes de la crise sont à comprendre par rapport au rythme de démembrement, remembrement, reconstitution de l'économie. Je pense qu'on ne pourra pas échapper à un moment à avoir aussi des bons économistes qui viennent nous faire la leçon, si je puis dire, dans le conseil scientifique de la FPCNT. Il faut les écouter, quoi. Merci. Merci Stéphane. Alors, coupez vos micros 5 minutes avant de passer la parole à Scarlett. En fait, ce que je retiens, c'est le terme des investissements, prise en compte des effets systémiques et des interdépendances, et puis le principe de rentabilité. Je pense que Scarlett pourra nous dire quelque chose dessus dans son intervention. Scarlett. Micro. Merci. Ouais. Tu m'entends? Oui, merci pour cette présentation et ça fait plaisir de t'écouter sur ces questions
dans un contexte un peu plus large, le changement climatique. Ce que je voulais poser, en fait, j'avais une question et des pistes de réponse. La question, c'est, je pense que tu la connais, qu'est-ce qu'il faut de la part des chercheurs, de nous, pour pousser cette question de débat sur les définitions et leur évolution vers l'action et la proposition des outils qui peuvent guider les acteurs qui sont en bas de la chaîne, un peu, qui sont proches du terrain et qui veulent quelque chose de pratique, tangible, opérationnel. Et je profite par cette intervention pour un peu faire le marketing de ma thèse où je suis la doctorante de professeur Myriam Merad, donc on a pu répondre à quelques questions que tu as posées à la fin de ta présentation, mais dans le contexte des risques industriels. Donc ça serait intéressant de voir un peu des éléments de réponse pour d'autres secteurs sur d'autres niveaux en prenant en compte un peu l'approche multirisque pour voir comment un peu les outcomes, les lessons learned de ma thèse peuvent être un peu transposés sur d'autres secteurs et d'autres pistes. Merci. Merci Scarlett. Alors, elle n'est plus doctorante, Scarlett, elle est docteur maintenant. Ça y est. Et félicitations. En fait, et merci pour la question, Scarlett, pour comment passer que de la discussion du concept aux pratiques. C'est que malgré tout, en fait, l'idée, c'est de montrer que le concept, il a un effet performatif. Et en fait, ce n'est pas que du pinaillage de vocabulaire. Et justement, c'est que derrière le vocabulaire, il y a souvent des idées préconçues sur les méthodes et des communautés de pratiques différentes. Donc comment passer du concept ésotérique aux pratiques? Je pense il faut commencer à avoir des communautés qui discutent de leurs pratiques. Et donc ça veut dire qu'au lieu de faire des communautés qui discutent que du glossaire, c'est de montrer comment sur le terrain, en fait, ce concept de risque ou de résilience et d'adaptation, il est mis en pratique. En gros, il cache une action, il cache des acteurs. Et en fait, quand on arrivera à retravailler entre communautés de pratique sur la pratique, alors on aura des concepts qui sont conçus pour l'action et non pas des concepts qui sont que des leurres, on va dire comme ça, ou en tout cas une manière de cacher ce qui fait problème. Et donc, je reviens, j'insiste sur le besoin de parler des cas, de parler de pratiques et de multiplier les communautés de pratiques sur des cas concrets, auquel cas le vocabulaire est creux et effectivement, on peut aller vers quelque chose qui est... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, ne pas limiter la discussion à des débats ésotériques sur des choses qui vont avoir des portées pratiques pour ceux qui subissent un certain nombre de conséquences négatives et ceux qui aussi développent des méthodes pour ne pas avoir l'impression que ça tourne en rond. J'espère que ça apporte un éclairage. Merci. Oui, Régis. Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Scarlett, c'est à peu près ce que j'essaie de dire vu par ma fenêtre de praticien. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller dans le concret. Je pense que le conseil scientifique peut apporter des éléments justement de bonnes pratiques, je dirais, soit pour réduire les risques, soit pour gérer les crises. Moi, mon credo, tu le connais, c'est ça que ça se passe au niveau des territoires. L'approche territoriale des comités d'acteurs, c'est absolument fondamental. Donc, il faut vraiment atterrir. Donc, il faut regarder au niveau territorial. Et je voulais aussi faire un commentaire, parce qu'à plusieurs reprises, on ne parle que de l'État. Enfin, aujourd'hui, la sphère publique, elle est beaucoup plus large. Et je vois par exemple l'exemple des incendies, parce que moi je suis en Gironde en ce moment, l'année dernière, tu connais aussi, tu y allais. Bon, moi ça m'a vraiment plu d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on avait les Canadaires, mais à un moment donné, il y a notre président de la République qui a d'autres travers par ailleurs, mais qui a appelé l'assistance européenne, qui a mis en place. Mais ça j'ai beaucoup aimé, je trouvais que symboliquement c'était extrêmement important, parce que ça veut dire que pour certaines crises, il faut qu'on soit intervenant à plusieurs niveaux, le niveau européen, le niveau national, le niveau territorial. Il y a différents niveaux de collectivité qui se spécialisent d'ailleurs. Par exemple, sur les inondations, il y a quand même les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, qui commencent à prendre une compétence assez forte, plus les citoyens, les réserves communales, etc. C'est vrai qu'on n'a plus l'armée de professionnels. Moi, j'étais à Paris au moment où on a déclenché l'opération Neptune. On allait avoir 10 000 militaires qui étaient mobilisés, mais c'est peanuts par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir en région parisienne. Mais donc, il ne faut pas raisonner, à mon avis, État. Il faut raisonner collectif. Qui peut intervenir
collectif, ça soit à toutes les échelles, depuis l'Europe jusqu'aux citoyens de base et des citoyens engagés, quoi. Merci Régis pour ta remarque et puis ton invitation à travailler sur ces actions-là. Disons que le terme des fois est piégeux quand on parle de la sphère publique et on croit que c'est l'État. Or là, en fait, les vocabulaires sphère publique, c'est vraiment quelle est la partie qui est commune à nous tous et sur laquelle on travaille ensemble. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas que, les acteurs publics qui travaillent sur la sphère publique, mais aussi les acteurs privés. Et c'est typiquement ça qu'il faut effectivement réinvestir. Si vous voulez réagir, il nous reste à la rigueur 5 minutes, puisque j'enchaîne tout à l'heure après avec la consultation. Pour ceux que ça intéresse, consultation sur le fonctionnement du conseil scientifique et de la mission scientifique et technique. Et donc, je ne pourrai pas dépasser les 5 minutes qui suivent. Qui veut réagir? Faire une contribution? D'abord, merci à vous d'être resté au-delà. Oui, Scarlett, vas-y. Je t'en prie. Vas-y, Scarlett. Je voulais juste dire sur la question de la dilution des responsabilités, au lieu d'aller de top down, regarder un peu les politiques et ensuite regarder comment ils sont traduits par des objectifs plutôt larges. Lorsqu'on regarde un peu comme M. Régis venait de mentionner, quand on regarde un peu les acteurs, comment les responsabilités sont réparties entre acteurs publics et acteurs privés, surtout pour les risques industriels en France, on aura un article sur on trouve comment souvent la traduction des responsabilités via certains outils ne peut que aboutir à une dilution de responsabilité, vu que le nombre des acteurs qui interviennent sont de plus en plus nombreux. Merci Scarlett. Merci à tous. Sauf si vous voulez partager un dernier point, mais il y aura d'autres rendez-vous du conseil scientifique, donc n'hésitez pas.